Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 25 avril 2024 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 5 épisode 191 et cette fois-ci nous sommes à Berlin. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Guten Tag, le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger du currywurst, manger des bretzels ou de boire de la bière. On est direct. Laetitia déteste les bruits de bouche, donc j'ai fait bien fort. Exactement. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, retour sur Incentivize, le sommet sur la fidélité. On vous fait le récap de ce qu'on a vu, entendu, le Café de l'e-commerce en mode Berlin. C'est parti. Laetitia. Adrien. Prêt. Synchronisation des montres. Alors merci encore à tous de nous suivre partout. J'ai l'impression qu'on est avec notre valise, notre sac à dos un peu partout dans le monde et puis que vous êtes avec nous, que vous nous accompagnez. Donc ça nous fait très plaisir. On passe beaucoup de temps à préparer ce contenu pour le podcast. On enchaîne les conférences, les interviews et puis on essaie toujours de trouver le temps de vous rapporter un contenu le plus digeste possible et de condenser ce qui nous paraissait intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Laetitia, mais depuis quelques épisodes, on commence à avoir des interviews en anglais. Alors on essaie toujours de favoriser des interventions en français, mais parfois on a le sentiment qu'on loupe des choses, donc on se permet de le mettre en anglais. Et dites-nous si ça vous pose problème. Non, vous dites que c'est la première fois, on continue. On continuera quoi qu'il arrive parce qu'on est notre ligne éditoriale. Donc la vérité, c'est qu'on s'en fiche un peu. Il faut sous-titrer, dubber ou je sais pas quoi. Oui, vous avez des problèmes de traduction, faites-nous signe. Bon, la réalité, c'est que on ne peut pas toujours avoir des acteurs et des invités francophones. Et c'est vrai que surtout quand on évolue dans le milieu du e-commerce, les Rostas, c'est pas trop les Français. Mais partout où on va, partout, on cherche tous les francophones. Mais il y a toujours des Français. Et on cherche et on fait tous les efforts du monde et tout ça. Donc vraiment, obligation de moyens, elle est remplie. Après, de résultats, bon voilà. Donc, là, écoute, si ça se trouve, pour la saison 6, on offrira des épisodes full English. En plus, on a un super accent. Continuez, c'est ce que j'allais dire. Continuez à vous moquer de moi, de mon accent, etc. Ça me passe au-dessus. Donc vous pouvez vous marrer. Et voilà. Alors Laetitia, on est à Berlin. Je suis avec ma petite bière sans alcool et toi tu es avec ton verre d'eau gazeux parce que tout le monde a compris depuis 5 ans que tu ne bois pas d'alcool. Partout où on va, les gens nous rappellent bien qu'elle ne boit pas d'alcool. Qu'est-ce qu'on fout là? On boit de l'eau gazeuse. Et toi de la bière. Non, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Nous avons je bois jamais de bière, donc là j'en bois jamais. Là je m'autorise. Et tu bois pas de Moscow Mule et tu bois pas de Virgin Morito, de Morito, ni de Caipirinha, ni de rhum. Ok, qu'est-ce qu'on fait là, Laetitia? Ok, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons été gentiment invités par Carla qui est juste en face de moi. Carla, c'est la CMO de Talon One et Talon One, c'est une solution qui gère la fidélité sur toute la chaîne de valeur de la Customer Experience. C'est une solution allemande et pour la première édition de cet événement, Talon One a mis l'accent sur donc la fidélité et c'est le sommet de la fidélité. Alors quand je dis fidélité, on dirait que c'est fidélité en amour quoi, mais pas du tout, c'est plutôt loyalty, voilà, les programmes. C'est fidélisation, je crois qu'on parle, non? Fidélisation, je crois que j'ai entendu, je sais plus où. Oui, t'as peut-être raison. C'est fidélisation, mais moi je vais dire loyalty, je suis désolée parce que franchement, je sais pas le traduire et même l'équivalent, il me paraît un peu pauvre en français. Donc, on est à Berlin pour un événement. Parlons un petit peu de cet événement. Donc, organisé par Talon One, ça dure combien de temps? Il y a combien de personnes? C'est quoi le truc? Alors, ça dure 1 jour et demi, mais la réalité, c'est que ça a duré en fait 3 jours. Parce que nous, on est arrivé au milieu de la partie. 3 jours et demi même, 3 jours et demi, ouais. Dans le délire, parce qu'il y a eu une masterclass qui était dédiée uniquement aux clients de Talon One. Et il y avait parmi ces clients des clients français. Hier, il y avait le dîner un peu des Français, le Frenchy Dinner. On était invités, on y était. Aujourd'hui, c'était la journée des keynotes, des sessions et des workshops. On y était. Puis demain, c'est la journée des partenaires. C'est la grosse journée aujourd'hui, c'est ça, exactement. C'est quoi les thèmes un petit peu qu'on a abordés, qu'on a vus? Alors, bien évidemment, le thème de la fidélisation, c'est ça, loyalty. Ouais. Il y avait l'accent a été beaucoup mis. J'arrive pas du tout. Allez, on dit loyalty. Vas-y. Oui, et puis surtout la brand loyalty, c'est pas très joli. Exactement. L'attachement à la marque qu'on peut avoir et comment est-ce que les marques développent toute leur stratégie autour de des programmes de fidélité. C'est à Berlin. Pourquoi c'est à Berlin et est-ce que ça s'adresse aux Allemands? C'est à Berlin parce que, comme je le disais en introduction, Talon One est une solution allemande. Donc, c'est leur première édition. C'est normal qu'ils le testent chez eux. La roue est courte, mais ils vont le faire peut-être ailleurs l'année prochaine. Et c'est que pour les clients allemands ou c'est qui l'audience? Non, c'est ouvert à toutes et à tous. Donc, on a trouvé même des Français. Donc, il y a des clients français parmi les clients de Talon One. Il y a des partenaires. Alors, pas partenaires français, j'en ai pas vu, mais en tout cas, il y a tout un écosystème de partenaires qui est présent aussi.
On a eu la chance d'avoir Chris, qui est le fondateur et le PDG, le CEO de Talon One. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite, qui nous présente un petit peu et qui nous parle un peu plus de Talon One. And I'm very happy and honored to host Chris, the CEO of Talon One. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis le conducteur de Talon One. No, sorry, I'll learn a bit of French. I'm Chris, founder CEO of Talon One. It's good to have you here. Thank you, Chris. So, Chris, just tell us a little bit what is Talon One and what is this special event Incentivize? So, Talon One, it's sort of hard to explain, I would say, because if you think about Talon One, think about the backbone of promotions and incentives, loyalty, everything where you can get people to do something for some kind of reward. And if you look at Adidas or at H&M and if you get some kind of offer, it's very high likelihood that Talon One is powering that offer. And so you are powering this offer. You are really positioning the expert on loyalty. And why this event is not called the Summit of Talon One and it's called Incentivize. And what is this event? So I did a business before and we tried to do things differently at Talon One. And everybody says it. I think we actually do it. We just try to be a very unopinionated company. So we give you something and you can do whatever you want with it. And we don't tell you if it's right or wrong. And I always felt with conferences from my peers, they tell you it's about education but in the end, it's an 8-hour infomercial. Yeah, it's sales pitch. Yeah, it's an 8-hour sales pitch about, look, this is how great you can integrate us into ABC. And this is a partner. And then it's like, nobody likes that. Nobody wants to be sold to. So when we said we got to do a conference, I actually said, let's do a conference that we would like to go to. And of course, it's about Talon One, but we want you to come here and there's no Talon One pitches. There's no Talon One product update. And in the presentation I gave, there was no, this is no outlook of Talon One, how we see the world and our cool AI features. It's not about that. We want people to come here and learn about loyalty, learn about incentives, how can they do things better. And if they then eventually use Talon One to do that, perfect. If not, also fine. And we just want to be in a place where people enjoy to go to and be respectful of other people's time, because I think it's disrespectful to sell to someone for 8 hours. Chris, what is your definition of loyalty? Not a good loyalty program, but loyalty. What is it? I think it really depends on what kind of business you are. I would say, obviously, to make it easy, we are a loyalty engine or loyalty product. If you break it down, loyalty is actually the end product of something. And we give you a tool set to create customer loyalty. And if you saw the presentation of David at the beginning, like brand loyalty can be a lot of things. It doesn't have to be technical. It's more around how do people see your brand? How do they relate to your brand? Are they defending your brand if it's in trouble? And there are a lot of different tool sets on how you create it. And Talon One, for example, will never be working with Louis Vuitton. They don't need us. Like, they need a different kind of loyalty. But for a lot of other people, they need a technical enabled solution that helps them to ultimately create customer loyalty. Would you say that you give a fresh air to the loyalty? I mean, loyalty is a very old concept in marketing and also, but I do have the impression. We try to be unopinionated. And most of the solutions that we've seen in the market, they tell you like, do it this way or that way. And we're saying, we're giving you a technical solution and you can do whatever you want with it. There's no right or wrong because every business is unique. So you can't have it this way or that way. So, and the other thing we do very differently is we look at not just loyalty, but also promotions, incentives. Maybe you should get a free t-shirt because you're a loyal customer. And technically those things are combined. Loyalty is not just about discounts. It's about maybe sometimes experiences, early access to products, early access to different products. Maybe you get actually access to a whole different product catalog. And in H&M case, they do a lot of collaborations, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, etc. So how do you make your most loyal customers have early access to those products? And that's much more valuable than giving them a 10% discount. Chris, I want your perspective on the market and where it's going. What are the hot topics in 2024 and where is this market going? I think
I mean, everyone knows, looking at the state of the economy, not just in France, in Germany, in the US, high inflation, a lot of pressure for retailers, high inventory, the good glory days of COVID where everybody was shopping online, they're a bit over. And so what we see now is that people actually, for the first time in a long time, try to think about how do we optimize our existing customer base and monetize our existing customer base and improve margin. Because you now all of a sudden have to pay money on the interest rates on money that you borrow. So you have to think about inventory differently, because inventory that sits in your store is not financed with 0%, but financed with 5%. So you have to turn it in a different frequency, but you also have to protect your margin, because it's people going to spend less, people going to buy less if the economy is in shambles. Ecosystem is very important. We talked a lot about composability. Can you just explain to us, and I have the answer because I know you, but how is it that today there's a company like yours that is like standing out from all the other competitors and that is like amazing? We know that your product is amazing. How do you explain this? And there's an architecture, right, answer to it. I think probably one of the core reasons is I came from a buy side. I was the one that bought software in my previous business. And I saw so many, I always felt cheated when I bought software. I signed the contract and the product did not do what it promised. And it made many things that you bought, but you don't need, right? Yeah, and they couldn't explain to me why things were made in a certain way. So when I said I want to do something differently, I said, let's list all the things that I hated and how can we make those things differently. And since then, we've been very strict with our vision on how to build the business. And my team will always tell you, if you ask them to do something for them, we will tell every client, this is not part of our DNA, and we're not going to do it just to win your business. So you are very focused. I would say we're probably the most focused business in the market in that area. You also took some technological choice with composability, with openness of your platform, and with the ecosystem. We are here. There's like tons of companies around here showcasing their product. So it's also a bold move, right? Not being this monolith, doing everything in loyalty, but saying we'll do one thing and we'll do it very well. Yeah, but that was not... Yeah, I fully agree with that. It wasn't intended? It was not. It was the end result of what I wanted to make better. Okay. I never approached it in a way of, we need to be composable, we need to be a Mach. I always said, let's build something that is easy to integrate, but also easy to rip out. If you don't like my business, you shouldn't be stuck with me. And then the whole Mach thing came later. You didn't build it in purpose of being composable, that is sort of, it came, it happened. Yeah, but it was the answer lucky for you. us. Yeah. it was just the way we thought about the world at that time. And then we were lucky the whole Mach composable thing came. But I would say when I started my business, it was called microservice. Yeah. People called it microservice architecture. And we looked at it when the first definition of Talon One was a promotion API, promotion microservice. Because 15 years ago, we talked about microservices. And then people introduced the term composability and all of that. So it's sort of the understanding of how we see our business and our vision, and the rest just follows. And if the terminology would change, I don't think we would change as a business, because we just do what we do. Chris, thank you very much. Dankeschön. Merci beaucoup. Chris, how can the followers, the audience of the podcast can follow you and knows more about Talon One? You can go to talon.one, but I think I regularly post on LinkedIn. You can follow me on LinkedIn. You can add me on LinkedIn. I'm available. And if you want a product demo, reach out to us and we're happy to show you our view of the world. Thank you very much, Chris. And congratulations for the event and congratulations to all your team. Merci Congrats. Beaucoup. Eh bien, après Chris, c'est Carla qui va nous expliquer l'essence même de cet événement. Hey Carla, I'm very happy to finally meet you in person. I think that we met in Las Vegas, actually. We did, or was it at NRF in New York. Yeah, yes, okay. indeed. So I'm very happy because you invited us
Thank you very much. So what is this event? Yeah, well, first of all, I'm super happy that you're here. Thank you for coming. So you are at Incentivize, the Loyalty and Promotion Summit. So this is the first time that we, Talon One, are hosting this summit. It's a one-day event for our customers and different retailers who are involved in the loyalty and promotion space. And we've got a bunch of our great partners here and people like yourselves. So yeah, it's a really great one-day event. What are the big topics of today? So we have a few different topics that we're covering. We've had our partners, Braze, have been focusing on AI and how AI is affecting loyalty programs or can be used in loyalty programs. We've got some masterclasses on personalization, how to prove the ROI of loyalty programs. But overall, we're just really looking to give the audience more insights into what's happening in the world of loyalty and promotions. Carla, Incentivize is not a one-day thing. This is a 3-day thing. So there are a special day for partners, for customers, and the masterclass. Tell us about masterclass. Yeah. So thanks for bringing that up. So Incentivize is today on the Thursday, but on Tuesday and Wednesday, just gone, we also hosted 50 retailers in our office, the Talon One office, for a loyalty masterclass. So this was an 8-module education program where the attendees had a deep dive into all things to do with loyalty programs. And at the end of it, they came out with a certification on loyalty programs. And it's not a training on Talon One. It's really about become an expert on loyalty and loyalty in 2024, not like 10 years ago. It was hosted by Phil Shelper. So he's the CEO of Loyalty and Rewards Co. And they're a very influential and really esteemed loyalty consultancy firm out of Australia. So Phil Shelper actually wrote a book on loyalty programs, and this is sort of the masterclass that brings it to life. So it's really in-depth and informative. Carla, you seem very happy of this first edition. Can you tell us if a second edition will happen soon? Yes. Yeah, I'm super happy. We're super happy just to have everybody here, but we're already talking about a US version, a US edition. This year or next year? Probably not this year. That would be a lot to happen. I'd say it will be early next year, and we'll definitely Where in America? We haven't quite decided. Probably somewhere warm. It's always nice to do Miami, please. Yeah, okay, we'll keep it in mind. But yeah, we'll definitely do one in the States, and we'll repeat it here again. I would say in Berlin, because that's the home of Talon One, but we'll see where we do the next one. And the format will be similar. It's like an industry loyalty event. Yeah, right? We want to make it like a lot of peers networking with each other. We don't want it to be, it's not a sales event. It's really thought leadership, education, networking, and it's supposed to be fun as well. And in terms of numbers, last question, how many people are we talking about here today? We have about 250 people in the room today. And something we forgot to say, it's in Germany, but it's not just for German. Everything is in English, and it's a European event. Yeah, and like yourselves, we have a little French delegation here. American people. We talk to American guys. Yeah, we have people here from Sweden, the UK, some from America, Canada. Saw some people also from Norway, Poland. So yeah, we have a lot of people. Did you bring some people from APAC, from Asia and Australia? If you did, that's a blast. We have actually, I think we have 2 people over from Singapore. So yeah, they congrats. were our furthest candidates. But yeah, we have a lot of people here. Thank you very much, Carla. Thank you, Carla. Is there a website for the next edition? Do you have a dedicated website for Incentivize? So if you go on to talon.one/events, you'll find all of our upcoming events. And we will be publishing the Incentivize content on demand as well. So for anyone that wasn't at the in-person event, they'll be able to watch. Carla, it's very interesting to meet you in Shop Talk, Barcelona. You will be there? We will have some people there. Okay. Yeah, we're looking forward to it. Thank you very much, Carla. Congratulations for the event. Thank you so for the much. invitation. Bye. Alors Laetitia, comme à chaque événement, on a gardé 3 takeaways. Alors on dit quoi les takeaways, Laetitia? C'est quoi en français? C'est toi la pro? Takeaways. Bon, je sais pas, 3 points qu'on a notés. Avec lesquels tu vas repartir. Exactement. Et alors, il y en a 3. Le premier, je sais même pas comment on dit ça en français, donc je vais te le dire en anglais, et puis tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est loyalty brands. Ça veut dire quoi? Moi, je définirais ça par l'attachement à la marque. Ok. C'est de quelle manière est-ce que les clients sont engagés avec la marque, de quelle manière ils sont attachés, mais au-delà de l'attachement, c'est comment est-ce que, ce que je disais, ils vont interagir avec la marque et revenir consommer
la dite marque. Ça me paraît un concept hyper abstrait. Tu as des exemples de ce que ça veut dire? On a eu des exemples là qui nous ont été présentés, donc du coup, bêtement, je vais le représenter. Mais sinon, j'en ai des tas d'autres puisque je suis une fan de marque. En fait, t'aurais pu être, par parenthèse, t'aurais pu être on stage et toi présenter parce que c'est toutes les marques. C'est la conf pour toi, quoi. Je te regardais. La première marque qui a été citée, c'est l'un des derniers cas que j'ai pu étudier. Et puis tu vois toutes les petites erreurs parce que t'es archi passionné, fan de ça. Par exemple, le cas de Stanley, la Stanley Cup, la fameuse Stanley Cup. Bon, pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez dû la voir partout, et pour ceux qui voyagent surtout aux États-Unis, vous avez dû voir, c'est cette espèce de c'est pas un thermos, mais ça c'est un mi-thermos et en même temps c'est un grand mug, voilà. Et puis c'est surtout des choses que les campeurs utilisent souvent aux États-Unis. Et il y a une marque américaine qui s'appelle Stanley, donc la fameuse Stanley Club, qui a été connue parce qu'en fait il y a une TikTokeuse, sa voiture a brûlé. Et attends, avant que tu avances, la TikTokeuse, elle est hyper connue ou pas? Elle a 2000 followers, un truc comme ça? Non, c'est pas une grande TikTokeuse. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Une meuf random. C'est une meuf random, voilà. Un jour, elle poste un TikTok de sa voiture qui a pris feu, donc un incendie, somme toute banal. La seule chose qui n'a pas brûlé, c'est sa Stanley Cup. Il n'y a pas une trace de suie, de quoi que ce soit. Mais parce qu'elle est faite exprès dans une matière. Et donc, on se dit, au début, quand on voit le truc, on se dit, bon, en fait, c'est fake, ça a été mis en scène. Pas du tout. La nana, elle est random. Stanley Cup a même dit, mais en fait, non, on n'est pas à l'origine de ce truc-là. Par contre, la marque a surfé sur cette vibe en disant, vous voyez, en fait, nous, on est indestructibles. Trop fort, c'est la meilleure Stanley pub Cup, du monde. elle est là, mais à vie. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, dans l'attachement à la marque et la loyalty brand, en fait, il n'y a plus besoin de faire de campagne. Ce sont les consommateurs et la fanbase qui fait. Je connais pas TikTok, mais sûrement il y a eu des trucs où ils ont testé dans des conditions, ils ont essayé de martyriser la Stanley Cup et compagnie, donc ça a pris du buzz, etc. Ah non, mais ça a fait un buzz de ouf. Et toi, tu l'avais vu ça? Oui, avant qu'on le voit en stage aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, et puis surtout je connaissais après toute la story qu'il y a eu autour. Bien évidemment que après il y a plein d'autres marques qui ont essayé de copier la Stanley Cup. Aujourd'hui la Stanley Cup elle coûte je crois entre 50 ou 80 $. Je crois qu'ils ont même un partenariat presque exclusif avec Target. Donc ils ont bien évidemment leur site e-commerce, mais je sais que il y a pas très longtemps chez Target tu pouvais en acheter seulement je sais plus, mais t'en avais une achetée, une offerte, mais par contre c'était limité dans le nombre d'achats, et tu voyais des TikTok de gens qui dévalisaient ce truc. On parle d'un gobelet les gars, on parle pas d'un truc, on parle pas d'un iPhone, ou voilà, on est vraiment sur un objet assez basique. Là finalement t'es en train de dire qu'il y a eu une campagne qui a été faite, en tout cas ils ont bien rebondi. Ils ont parfaitement rebondi. Ils ont compris exactement tous les codes, etc. La loyalty brand, c'est qu'en fait ils sont conscients qu'il se passe quelque chose, un phénomène. Il faut aller vite en plus. Et il faut aller hyper vite, et il faut savoir rebondir. Et comment est-ce qu'on fait pour rebondir et faire en sorte que les gens consomment et reconsomment de la marque. Donc après, bien évidemment qu'il y a eu des campagnes. T'as d'autres exemples? Je pense que tu connais cette marque aussi, l'Europiana. Bah ouais, j'en porte tous les jours. Exactement. Dans mon Quiet Luxury. Quiet Luxury, c'est toi. Mais tu portes du Uniqlo tous les jours. Hein. Non, moi je suis là où le clochard. Tu vois, c'est le contraire. C'est une marque. Je crois que c'est une marque italienne de luxe, assez discret, qui a été archi connu grâce à une série. Est-ce que tu connais la série Succession? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a un des acteurs qui porte une casquette. Il n'y a pas plus banal que cette casquette. En feutrine, noire, grise, machin. Tout le monde se l'est arraché. La casquette, elle coûte 500 $. Oh là là. Alors que franchement, ici, sur tous les salons, nous, on peut en prendre des casquettes noires et vous les filez, les gars. Bref, gros buzz. Pareil, c'est pas une marque qui avait fait de grosses campagnes. En revanche, une série, un placement de produit, un fan qui s'est dit non mais ça c'est génial, et puis je vais en parler sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout s'est déclenché. Ouais, t'as d'autres exemples encore à nous partager? Un dernier exemple que tu dois certainement pas connaître, c'est Rode. Rode, ce sont les étuis, non pas les étuis, comment on dit ça? Les cases là. Les coques, pardon, pour les iPhones. Ça a été notamment fondé par la femme de Justin Bieber, Hailey Bieber. On est vraiment dans un podcast gossip là. Là, je suis complètement hors jeu. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, mais je te sens tellement dans ton élément. Alors vas-y, explique-nous. Pareil, pas de publicité, si ce n'est que là, on est vraiment dans l'incarnation et la personnalisation d'un produit par une célébrité et qui plus est membre de la Gen Z et qui a pas fait de social ads ou quoi que ce soit, mais qui a montré son produit et la manière dont on pouvait l'utiliser. Alors, la particularité de cet étui, c'est que tu peux mettre ton gloss derrière, parce que derrière, tu as un espace positionné, machin, et un certain type de gloss. Alors, c'est quoi le délire là? Parce que donc elle poste un truc, je sais pas quoi, la coque qui est originale. La marque, elle fait quoi avec ça? Parce que finalement, la marque, elle va ventes engager augmentent, avec le client, elle va engager avec la fanbase, surtout avec la fanbase de Hailey Bieber.
Hailey Bieber, c'est la femme de Justin Bieber, quand même. Donc, t'imagines, derrière les millions et les millions de followers, elle est aussi mannequin. Enfin, elle est quand même... elle pèse déjà dans le game. Et en fait, ce qu'on veut expliquer là, c'est que finalement, t'as pas besoin de mettre des millions comme on faisait avant dans des affiches publicitaires ou dans des spots télé ou des choses comme ça. Bah, un simple reel sur Instagram, ça va suffire. Mais là, dans les exemples que tu dis, la marque, elle est en réaction, elle n'est pas en action. Donc, en fait, c'est des trucs qui sont très durs à prévoir, tu vois. C'est dur. Enfin, donc je sais pas. Pourquoi justement, je trouve qu'il y a beaucoup de prédictions là-dedans, parce que tu te bases sur. Ou alors, il faut écouter vraiment les réseaux sociaux et puis il faut. Oui, exactement. Ah, et c'est comme ça que tu peux être prédictible et que tu peux vraiment prévoir. En fait, toute la stratégie des gens, surtout de la Gen Z et de ces gens qui sont très célèbres, on en parlait aussi. Les Kardashians, c'est aussi comme ça que toutes les marques autour de la famille Kardashian s'est montée. Enfin, c'est pas des gens qui vont les Kardashians, ils sont pas des produits hyper novateurs. En revanche, ils ont un nom. Et ils ont une marque. Leur nom et tu deviens une marque. Et surtout, ils capitalisent sur une fanbase qui forcément va être attachée à la marque et qui forcément va être un peu picousée à cette marque et ne va pas aller voir la concurrence. Autour de cet engagement de marque, il y avait d'autres concepts qui t'avaient plu aujourd'hui dans cette journée, dans les là, conférences. Ça revient vraiment aussi à ce que je te dis, c'est l'absence de campagne médiatique. Les bonnes campagnes médiatiques, médias qu'on faisait avant, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est vraiment tourné sur des réseaux sociaux. Donc, oui, ça s'appelle il y a pas des absences. campagnes. Bah voilà, c'est ça. C'est toujours des campagnes. Mais on n'est plus sur du classique. On n'est plus sur du un 4x4. On n'est plus sur je vais faire de la pub dans tel ou tel magazine. Voilà. Mais les coûts n'ont pas forcément diminué. Et puis surtout, ça donne cette espèce de street cred qu'on dit. Si aujourd'hui, tu as un compte avec des millions de followers, ta marque, elle a la street cred. Il y a aussi un autre concept qui est vachement ressorti, c'est qu'en fait, on passe de la promotion à la collaboration. La collaboration entre marque et célébrité. Alors, une célébrité qui va s'associer à une marque, ou alors deux marques qui vont s'associer. Et là, on avait l'exemple de Suprême et de Louis Vuitton. Ça marche. Ou alors, un creative designer. On a pris l'exemple de Virgil Abloh ou alors de Pharrell Williams. Je vois que tu es complètement perdu. Voilà, quand tu as un créateur qui à la base n'est pas designer de mode, mais qui fait partie de la culture pop et qui s'associe à une marque et qui plus est à du luxe, là, tu vas vraiment passer à une collab. Alors que la réalité, c'est que le gars, il est là pour faire de la promotion des articles dont il a... C'est quoi la différence entre tu payes un influenceur et tu as une collab ? Ou c'est la même chose ? C'est la même chose. Ok, parce que moi, c'est remettre des mots sur... La différence, ça va être la fanbase. Ce qu'on disait ce matin, fandom, à qui tu t'adresses, c'est qui ton audience. Et puis là, lorsqu'ils expliquaient que finalement, c'est plus que des collabs, mais c'est l'influenceur qui incarne la marque. Alors, ils n'utilisaient pas le mot influenceur, donc ça, c'est aussi agaçant. C'est pas juste je mets en scène le produit, mais je suis le produit. Quoi. On est plus dans quelque chose de plus recherché, en fait. Parce que dans le milieu de l'influence, t'as tout. Mais sur de la collaboration, je pense que c'est déjà un petit peu plus poussé, un petit peu plus réfléchi et avec des moyens plus colossaux. Surtout quand on parle de Pharrell Williams ou de feu Virgil Abloh. Et toi, ton côté Adrien, qu'est-ce que tu as retenu ? Non, mais sur ce sujet-là, moi, il y avait le premier. Et encore une fois, je suis externe à tout ça parce que je suis très peu sur tous ces réseaux sociaux B2C, on va dire. C'est l'histoire de Birkenstock. Alors, je connais l'enseigne de loin, je connais le produit, mais alors moi, j'ai été Shock Bar, justement. Quand même, hein. Oui, ok. Mais j'étais Shock Bar, là, d'entendre qu'en 2023, le produit fashion le plus recherché, le deuxième produit fashion le plus recherché, c'était Birkenstock, sachant que le produit est très moche. Alors, c'est pas Birkenstock. Ah, pardon. C'est la Boston de Birkenstock. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est un produit. Est-ce que c'est le produit le plus recherché ? Tout simplement moi, j'ai du mal à croire à ces explications. Ah, bah si, moi, complètement. Tout était pensé pendant des années, qu'ils sont montés en gamme, etc. J'y crois pas. Si tu crois. Franchement, ouais, regarde toutes les vidéos que tu peux avoir sur Birkenstock. Non, mais ça veut dire qu'ils ont anticipé, ils ont planifié, et ça veut dire on va aller d'abord dans ça, on fait une collab, ensuite on fait cet influenceur, machin. Totalement. Même jusque dans leur boutique, c'est pensé, réfléchi. On parle d'une espèce de charentaise un peu pourrie, c'est ce que tu allais dire, qui était un peu, c'était les Allemands qui venaient sur nos plages et avec leurs chaussettes et leur Birkenstock justement, qui est devenue la chaussure la plus hype, quoi. J'ai du mal à croire qu'ils étaient en contrôle, en fait. Moi, mon seul point, c'est de dire ils ont eu de la chance ou je sais pas quoi avec les influenceurs qui ont porté. Ensuite, ils ont surfé sur la vague, ce qu'on décrivait tout à l'heure. Mais là, tu dis que ça faisait partie d'un plan. C'est partie d'un plan. Ils sont rentrés en IPO. Donc, et puis ils cartonnent. Ils sont New York Stock Exchange, donc forcément, il y a un plan derrière. C'est pas lié qu'à la chance parce que tu as une célébrité, une Kim Kardashian qui a porté ta Boston. Hein. Il y a un autre point qui m'a marqué, j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que les marques sont en train de combattre, enfin de tout faire pour gagner l'attention et que les concurrents finalement c'était les Netflix, les TikTok, les jeux vidéo, etc. Toi tu le sens justement dans la com des marques, dans les campagnes? Moi j'ai l'impression qu'ils sont pas concurrents, j'ai l'impression que justement c'est un écosystème qui doit travailler ensemble. Et d'ailleurs on le voit quand tu as des placements de produits dans des séries Netflix.
T'as trop raison. Non, mais t'as raison. Vas-y, continue. Exactement. Ouais, là, moi, Donc, par exemple, Emily in Paris, bien évidemment que les marques, elles sont pas en concurrence avec Netflix. Non, c'est C'est gagnant-gagnant. trop facile d'être dans cette image de temps de cerveau disponible et tout ça. Là, c'est Non, vrai non, comment non, tu le positionnes, c'est pas mal. C'est pas mal. une vraie stratégie. Et puis ça communique ensemble. Exactement. Et tout ça. C'est vraiment un cercle vertueux. Ouais, enfin, ça, ouais. c'est mon analyse à moi. Et je suis sur ton analyse, Laetitia. Tu as toujours raison. Non, mais il y a un truc qu'il faut rajouter aussi, c'est la gamification. Comment est-ce que la gamification est arrivée et justement est entrée dans ce rôle d'attachement à la marque. Moi, Laetitia, tu vois, en conclusion sur ce point-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de marketing. Bon, déjà, premièrement, j'ai du mal à... je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très abstraites. Et deuxième chose, c'est finalement, on n'utilise plus le mot influenceur. On appelle ça des pionniers culturels. On appelle plus ça une campagne. On appelle ça une collab ou je sais pas quoi. Tu vois, finalement, c'est du rebranding de trucs qui existent déjà. Et puis, ça reste très, très obscur pour moi ou très abstrait. Donc, je trouve ça intéressant, mais j'avais du mal à le palper vraiment, ce que ça veut dire, la culture de la marque, l'engagement, etc., la fidélité d'un client par rapport à la marque. Je sens que c'est hyper important parce que toute l'audience était captée et puis on en a parlé beaucoup aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ton avis si toi ça a résonné en toi et tu sens qu'il y a un vrai changement ou c'est les mêmes concepts qu'il y avait il y a 10-20 ans. Alors on l'a pas précisé, mais c'est vrai que l'audience c'était quand même principalement des marketeurs. Talon One, c'est une solution qui s'adresse pas uniquement aux marketeurs d'ailleurs, mais qui sensibilise beaucoup les marketeurs. Donc on avait une audience de marketeurs et donc il fallait appliquer un langage de marketeur. Donc oui, moi je comprends que pour toi c'était complètement un peu perdu. Moi ça faisait écho, mais en fait c'est vraiment dans la mode et dans le marketing, c'est des vagues de concepts. Donc oui, tu as raison. En fait, on parle plus d'influenceurs, on va parler de collaboration, de choses comme ça. Mais la réalité, ce sont toujours des gens qui travaillent ensemble et qui vont tout mettre en œuvre pour faire la promotion d'un produit. Maintenant, on aime bien mettre des concepts un peu philosophiques là-dessus. Mais moi, du coup, j'aime bien. Appris, personnellement, j'adore. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des trucs, parce que toi, tu es complètement dedans, donc tu connais tous ces sujets, tu as appris des choses ou finalement, c'est la confirmation de ce que tu vois? Ouais, c'est la confirmation de ce que je vois, de mes convictions. Et puis. Et de ta casquette de consommateur, parce que tu es aussi dans beaucoup de groupes, tu achètes. Mais aussi, je trouve qu'il y avait des petits trucs qui manquaient. Tu vois, surtout les cases que j'ai évoqués, il manque des éléments. Tu vois, tu deviens pas. Les Kardashian, elles ont pas lancé Skims comme ça du jour au lendemain. C'est un peu trop facile de dire, voilà, elles ont monté un empire en 20 ans. Non, c'est pas comme ça. Elles partaient de très loin. Il y avait une fanbase, bien évidemment, mais d'un scandale est née toute une myriade de produits et de personnes qui, à la base, les détestaient, tu vois. Ouais. Après, tu vois, moi, pour me faire l'avocat du diable, je suis content qu'il ait simplifié l'histoire parce que quelqu'un comme moi qui était déjà perdu, s'il est dans tous les détails, laisse tomber, je suis purin. Je sais même pas qui c'est les Kardashian. J'ai vu la photo des 5 personnes. Première fois de ma vie que je vois les 5 têtes, tu vois. Oui, ou même quand il parlait de Gucci et de North Face, l'histoire, elle a été archi simplifiée. Finalement, donc quelqu'un comme toi qui est passionné, expert là-dessus, ça devait t'irriter parce que c'est comme moi sur certains trucs. J'ai envie de prendre le micro, de monter sur scène et dire mais c'est pas ça la vraie histoire. Sur certains trucs où moi je suis pareil. T'as oublié de dire des choses. Et du coup, t'as l'impression que tu veux même déconnecter, tu dis c'est bidon. Mais non, mais tu vois, sur les Kardashian, il parle d'un truc des années 2000 et il te fait il te dit aujourd'hui on est là en 2023. Les Kardashian, c'est l'incarnation du porno chic des années 2000 au début. Et maintenant, oui, c'est un empire avec ce qu'on est en train de raconter sur la collaboration, la love brand et toutes ces choses-là. Les Kardashian, c'est 20 ans de concept marketing. Que tu as suivi depuis le début? Mais bien sûr. On va partir en débat Kardashian. Je ne surtout pas les dire. Est-ce qu'on peut faire un épisode spécial Kardashian? J'aurais pas dû poser cette question. En fait, je veux poser des questions, mais avec des réponses concises et je les aurai jamais de ta part parce que tu es passionné et tu connais ces sujets tellement bien que c'est très très dur. Je vais écrire un livre sur ce sujet-là. Laetitia, en conclusion, je te propose qu'on écoute Sam de chez Talon One. C'est l'expert, si tu veux, loyalty chez Talon One et il va nous parler justement de ce concept et de ses convictions. And I am very happy to be with Sam from Talon One. Hi, Sam. Hey, great to have you guys here in beautiful Berlin. Oh, yeah, beautiful Berlin, in a beautiful place for Incentivize. So thank you very much for having us. Sam, can you please just present who you are, what are you doing here at Incentivize and also at Talon One? Yeah, it's our first time doing this. It's our big customer conference. We got about 200 attendees here in Berlin. It's in a music hall, so everything looks like a rock and roll concert. All the posters are like that. So I think we're having a lot of fun. Feels a bit more rock and roll today than business conference. For me, I'm the director of industry strategy here, so I help our customers think through best practice and business value of their incentives. So how can we create value for the business by doing incentives better, and then what's best practice? What are the best brands doing to get their customers to do
what they want them to do. You are the smart guy in the room, right? When you talk, people are smartest listening guy. because you are thinking, you understand the market and you see where it's going. So, we just have a couple of minutes together. We could spend 2 hours because you are passionate about, we feel this, you are passionate about loyalty. Today, we wanted to talk about brand loyalty. Can you just explain to us exactly what is this concept and what do you wanted to share with our audience? Yeah, absolutely. I mean, I think when we talk about brand loyalty, we're talking about any emotional connection you can build with the user that makes them feel like they're going to stick with you for reasons other than the price, the value, and the item itself. Lots of ways you can do that, including through loyalty programs, of course. But brand loyalty is a much bigger thing than a loyalty program, or how you present yourself in an email or something like that. Yeah, I think. Well, I mean, first of all, like loyalty programs are really saturated. 90% of brands have a loyalty program. They don't really stand out anymore, and points and tiers doesn't cut it, right? They all look the same. They all look the same. And there's a limited space for how many loyalty programs you could have, right? Exactly. And it's predominantly transactional points and tiers, which is, first of all, for the business, that's a financial liability to have those points out there. And second, it's often not clear if that changes behavior. Members always spend more, but there's selection bias where people that sign up for a program are more likely to spend anyways. So there's increasing scrutiny from CFOs in particular. Are we just giving stuff away when the customer is going to make a purchase anyways? And do we have this perpetual financial liability on our balance sheet that the CFO might be happy to rip off the finances? So Sam, that's the situation today. So to answer Laetitia's question, where is it going? Yeah. I mean, I really think that the best brands are really viewing their loyalty programs and their incentives work as how do we tell our brand story and being a bit more brand building and centering all their brand values and what do we stand for? What is our product unlock for the customer, lifestyle stuff, and basically using the loyalty program to accelerate that and to show that to the member. Those concepts, for my brain, it doesn't compute. It's hard for me to understand. Do you have a concrete example? What does it mean, brand value relationship? Yeah, definitely. I mean, I think in like an incentives and loyalty view, we just had Lego on a panel on stage earlier, and they do a great job where they know what their customers want. It's predominantly brick products, like the actual Legos themselves, and they're talking about their adult customers who are just Lego fans. I call them AFOLs, adult fans for life. And I think what they do in their incentives mix is it's a lot of how do members and our best customers get like exclusives and early access and those kinds of things. We're talking about one on stage. It's it's a super, super nerdy. It's a Dungeons and Dragons limited edition Lego set that dropped. Laetitia doesn't understand. You are talking to me here. Yeah, exactly. Okay, nerd to nerd here. Yeah. So it's a Dungeons and Dragons set, and for members of the Lego program, members had the chance to get early access and to get a bonus set, which was actually a one-shot campaign for Dungeons and Dragons, like true to the Lego brands who's developed for this campaign. So it's an exclusive chance to play Dungeons and Dragons with your friends while you're also, getting this cool to some people, to me, first of all, Dungeons and Dragons Lego set. So that's a promotion. That provides that's something economically valuable to the member that has a financial cost to the business, but it's really freaking good for the brand, right? Like it's not just giving you the Lego set. It's just saying you're clearly a Dungeons and Dragons fan. So here's like a new way to engage with that thing that you love. Sam, would you say that Talon One is more than an IT solution? I mean, all you said is very conceptual. Yeah. You design campaigns for customers. You design promotions. So you're more than just a solution to me. Yeah. I mean, so we don't have much of like a services function. We do see ourselves as like an infrastructure product at the end of the day. But we also know that the success with our product and success with incentives comes with thinking really intelligently about what you're trying to do. And where brands usually miss is, it's very easy to chase like a sugar high of revenue by running a discount. And we obviously power a lot of discounts, but we're pretty harsh on discounts at Talon One because there's so many risks that come with decreasing the financial health of a purchase, right? So I think what we really try and interrogate is what's the exact behavior change you're trying to drive, and then unlocking, at least through technology, that our customers can put whatever they want in front of the customer to drive that behavior change. Sometimes it's a discount, yes, but other times it might be a gift with purchase, early access, all kinds of experiential things that you can unlock. Maybe it's like, you can unlock free alterations or free repairs on an item if you purchase something above a certain value. So like they need to be valuable, but it does not need to be a financial discount. And a big part of the
drum that we beat in the industry is that, hey, like, let's be really, really careful about where you're discounting and make sure that you have the right tooling to run whatever you want to get customers to do what you want them to do. Yeah, without just relying on hitting the discount button. Sam, the market is tough, especially acquisition costs. We talk a lot about the cost of acquisition are like very, very high. Promotion is everywhere. It's very hard, to position a messaging around the promotion. How do you see this? Yeah, I think so in retail specifically, in e-commerce, what we saw in 2022 is there's an inventory pile up as supply chains recovered after COVID. So brands had to discount just to move stuff. In 2023, the consumer got soft. So brands had to chase consumers with discounts to get them to buy, right? So where does that leave us? We basically had 2 years of running way more discounts than we ever would have liked. And now a lot of brands have to rehabilitate, right? They have to get back towards a path to profitability. And that's really, really difficult work that requires technological change, organizational change. But educating the customer. Yes. Because when they get used 2 years of promotion, you don't buy a full price now. Exactly. So a lot of what we do is like, how do we start taking small steps to pull back from the promotional content that's not serving the business, that's unprofitable and unsustainable, and take steps back where we don't lose demand, but we certainly, drive our customers to make more profitable, healthy decisions with the business. Thank you very much, Sam. How can we do if we want to know more about Talon One and about you? Because you are very famous. You are very productive. We'll ask for an autograph after Yeah. Thank you. My ego we just inflated. We have the selfie picture already, so I'm happy. I will show it to my mom, and I'm happy. Yeah, I mean, look, we're geeks about incentives at Talon One. I mean, we love just thinking about this because partially because it's not the sexiest nook of marketing. So we just love to geek out this. But we have a French speaking team. We have folks in the market that you can speak with. Start with our website, obviously, and listeners, I'd love to connect on LinkedIn too, because I love to engage in this stuff and share best practices, cool campaigns we see, and just generally, ways to do this in a more clever way and not get addicted to just slapping discounts on to chase revenue. Thank you very much, Sam. Thank you, Sam. Bye. Bon, il y a un sujet aussi qui était très important, c'est la tech qui est mise au service du client. Ouais, et tu vois, ça reprend pas mal de choses qu'on a vues ces dernières semaines, mais notamment aujourd'hui. J'aime bien comment tu as positionné Talon One sur l'audience qu'ils ont, etc. Mais finalement, et derrière, ils ont un produit de fou furieux. Donc, il y a une vraie solution tech. Et quand on regarde sur l'approche plateforme tech, notamment de ces solutions de fidélisation, c'est pas juste un outil qui va te permettre, tu achètes tel produit et tu as 5% de réduction. Tu as les aspects d'intégration, multicanal avec les magasins, bref, tous les points d'interaction que tu peux avoir avec ton client, tu as les fonctionnalités qu'il faut développer, tu as les push marketing aussi, SMS, WhatsApp, email, etc. Ou push sur les téléphones, tu as la gestion des taxes, des rapports financiers, tu as la sécurité, tu as le support, etc., etc. Donc c'est loin d'être simple l'aspect tech, mais pourtant on n'en a pas du tout parlé. Donc en fait il y a toute une couche, mais que j'ai bien aimé justement, c'est de complexité technique qu'on n'a pas du tout évoquée aujourd'hui et qu'on ne voit pas, et parce qu'en fait on est vraiment là pour parler use case et client. Est-ce qu'on a parlé un peu d'intelligence artificielle, Adrien? Franchement, Laetitia, c'est quand la dernière fois qu'on a fait une conférence où on parlait pas d'IA? Je m'en souviens pas. C'était avant il y a 18 mois. 2000, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. 2021. Donc c'était obligé. Mais ce que j'ai trouvé sympa aujourd'hui, c'est que c'était pas à outrance, tu vois. Ça dégoulinait pas d'IA comme certaines confs sur lesquelles on assiste. Franchement, c'était hyper soft. Donc oui, on a parlé d'IA. L'IA dans la loyalty, tu m'aurais demandé de réfléchir qu'est-ce que ça voulait dire. Bon, j'aurais eu quelques idées. Puis aujourd'hui, à la fin de cette journée, je me rends compte comme ça, instinctivement, qu'est-ce que tu aurais dit? Sur la gestion du contenu, surtout. Tu vois, sur la personnalisation. Personnalisation, exactement. Personnalisation et puis peut-être aider à créer le contenu. Et en réalité, ce que j'ai bien aimé, c'est que tout de suite, moi j'ai un biais, c'est IA génératif, parce que c'est ce dont on parle. Et aujourd'hui, on parlait beaucoup d'IA, mais également de LLM, et c'est pas juste la génération de contenu. Donc ça va être, oui, avoir des messages très personnalisés, qu'on va envoyer surtout au bon moment dans le customer journey. C'est-à-dire qu'en fonction de où on en est, on va lui envoyer telle ou telle campagne, on va activer tel ou tel levier. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis surtout, j'ai trouvé que l'IA, je ne veux pas utiliser IAG, mais l'IA, c'est un bon moyen d'accélérer sur l'A/B testing. Parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aujourd'hui. Finalement, quand tu veux tester tes promotions pour savoir laquelle fonctionne, oui, tu as des benchmarks, oui, tu as les best practices, etc. On connaît la story. Mais c'est également tester différentes choses avec différents groupes, des samples de groupes. Et avec l'IA, tu vas pouvoir aller plus vite parce que tu vas avoir déjà des hypothèses et aller plus vite. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Ouais, je rejoins ce que tu dis, Adrien. On nous a présenté l'intelligence artificielle comme un moyen d'acquisition, mais aussi on a parlé du churn. Comment est-ce que tu fais pour
ne pas perdre tes clients ou alors aller les reconquérir. Et donc, il y avait alors c'était pas des use cases, mais en tout cas, c'était des propositions d'use case par Braze qui nous expliquait que, oui, comme tu le disais, il faut délivrer le bon message sur le bon support et au bon moment. Oui, mais pas uniquement aux clients qui sont déjà acquis, mais aux clients qui sont sur le point de partir ou encore pire, ou mieux du coup, puisque du coup on peut vraiment mesurer les clients qui sont déjà partis et qui sont plus dans cette histoire de brand loyalty justement. Bon, et notre deuxième sujet un peu chouchou depuis ces derniers numéros, le composable. Talon.One fait partie de la Mac Alliance et est une solution composable. Mais pareil, on en a très peu parlé. Autant tu as des acteurs qui vont beaucoup se positionner sur le composable, mais c'est une discussion technique. On s'en fout finalement. Donc, moi, ce que ça m'évoque à la fin de la journée, en ayant parlé avec pas mal de retailers et de partenaires, c'est que finalement, cette approche composable, on la met de côté une seconde. Par définition, sur tout ce qu'on vient de dire, sur tout ce que tu as raconté, les choses vont très vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et surtout, les solutions, elles doivent communiquer entre elles. Alors j'ai l'impression que toujours répéter la même chose sur l'aspect multicanal, sur l'ouverture des plateformes, sur une architecture modulaire qui pourra être future-proof. Tout ça t'amène au fait que les plateformes de loyalty, ce qui nous intéresse, Talon.One ou ses concurrents ou d'autres solutions, finalement, elles doivent engager de l'IA, de la personnalisation en magasin, des modèles de souscription, le mobile wallet. On en parlait il y a quelques jours ensemble, Laetitia, sur les Google Wallet ou l'Apple Wallet. Finalement, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer. Et pour que ça se passe correctement, une des approches, mais finalement, il y en aura peut-être d'autres, mais cette approche modulable ou composable, comme on dit, c'est une bonne approche et Talon.One a fait le pari, mais c'est ce que nous disait d'ailleurs, je ne sais plus si c'était en off ou dans le record, Chris, sur le fait de dire composable, on l'a fait, mais on s'en foutait en fait. Nous, on a regardé product et les besoins qui étaient, et puis il se trouvait que Talon.One n'a pas été développé dans le but d'être composable en fait. Tu regardes un commerce tools, que je compare beaucoup, parce que pour moi, Talon.One, c'est le commerce tools de la loyalty, qu'ils ont marketé à fond, ils se positionnent dessus, ils vont très fort. Talon.One, finalement, ils s'en foutent, oui, ils sont composables, ils sont hyper ouverts, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on va t'aider. Pas de composable loyalty program ou solution. Ils auraient un boulevard, mais du coup, ils parleraient aux gens techniques et ils l'ont pas fait, donc je trouve ça intéressant. Finalement, ce que je veux dire sur ce point de la tech au service du client, j'ai trouvé ça intéressant cette journée parce que j'ai senti que c'était déjà une journée qu'on n'a pas fait le bilan encore, mais c'est une journée qui je sentais qui te parlait beaucoup. Et pour moi, où il y avait beaucoup moins de tech, finalement, c'est génial parce que en fait c'est la tech qui est très solide et qui est au service, qui est invisible, mais qui en fait qui permet une meilleure approche pour le métier et pour les use cases. Et finalement, ça c'est possible. Je pense à votre, mais ça c'est possible si tu as une approche best of breed. Mais j'ai peur de partir encore dans des explications qui vont partir de 2 heures. En fait, là, Talon.One dans l'exemple pire, dans le pur exemple de ils font un truc et ils le font très bien. Et ça, c'est pas possible avec d'autres plateformes qui veulent tout faire. On va faire papa, maman, et puis au final. Ils ont pas envie de faire autre chose. Ils veulent pas. Ils s'en foutent. Et donc, du coup, ils ont besoin de l'écosystème. Et donc, du coup, ils ont besoin d'être ouverts parce que chacun va faire ce qu'il doit faire, quoi. Et toi, Laetitia, t'en as pensé quoi de cette journée? C'était très tech pour toi? Et t'as un avis sur ces architectures, justement? Non, c'était pas tech. On dirait même que la tech, elle est un peu cachée, oubliée. Ce qui est bien, c'est le propos de la tech, d'ailleurs. Oui, c'est le propos. Et puis voilà, on n'est pas sur une audience qui est venue ici pour de la démo et pour parler architecture. Absolument pas. Peut-être qu'effectivement, ça manque un peu de démo. Voilà, on a envie par moment de voir comment est-ce que ça se passe sous le capot. Mais je crois que c'est vraiment pas le but, ni l'ADN non plus de Talon.One. Donc, tu as raison. Voilà. Et moi, je dois reconnaître vraiment toute la modestie de cette solution qui va jamais nous dire qu'ils sont les number one. Ça va aller dans la conclusion, ça. Mais limite too much. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as vu les logos qu'ils ont, il faut le placarder partout. Les mettre partout. Ouais, c'est clair, exactement. Enfin bon, bref. On était à Berlin. Hier, on a rencontré Paolo de Contentful. C'est en anglais et on vous propose de l'écouter tout de suite. And I have the pleasure to welcome Paolo from Contentful. Hi, Paolo. Hello, Paolo. Hey. How are you, Paolo? I'm very good, thank you. Well, Paolo, we are here in your building, Contentful in Berlin. So maybe you can explain us who you are and what is Contentful? Sure. I am Paolo. I am one of the 2 founders of Contentful. Contentful is the leading composable content platform. And we started the business here in Berlin in 2012. And today we're a company of over 700 people spread across EMEA and the US. How do you explain your success? How is it that such a solution is very popular and growing in 2024? Yeah. I mean, I will say being a company that is principle first is what really made us successful. When we started with API first content management, we were the first in the market, and we really followed the concept of structured content, APIs as a guiding principle, and integration of different team members of the content teams as another principle. And
and I think it is made us successful. Paolo, what is the composable market today? Yeah, sure. I mean, composable by now is the trend in content. Like all content is managed in a composable way, and specifically Contentful works with the big global brands that everyone knows, the IKEA, Danone of the world, which have massive content at scale sort of challenges. With complexity that goes from multi-language, multi-region, multi-brand, and Contentful solves these problems for them. So today I have a feeling that everyone is composable, right? Or everyone is claiming that they are composable. There's a lot of marketing around this. 10 years ago, when you started Contentful, it's in the core of your architecture. How do you see this market evolving? And going to the Letitia's question, I mean, what is the next step for Contentful or for this market? Where is it going? Sure. Yeah. I mean, everyone now makes obviously composable claims and so on. And again, the idea question is how principled is the approach. Contentful starts from structured content that then is transmitted to API. Also, we have a true composable platform from the point of view that we have an application framework by which all the extension and extensibility and customization of the platform can be performed. So the market is really going towards more elements that work together with content, like product management, product information management systems, digital asset management systems that need to be connected and work together with content, together also with CDPs, as an example for personalization. And the market is moving into this more and more convergence of different factors and different disciplines that need to be connected and work together with content in order to optimize outcomes. Paolo, you've seen a lot of changes in the market of content and also commerce. What will be for you the future of content and commerce? Yeah, I mean, now obviously one big wave that is coming is really AI, and AI is having a central effect onto content from the point of view of what does it mean to produce new content, what does it mean to derive new content from existing content. So, and we think this is just putting an accent of much more can be done with content, and there is much more content to manage. Also from the point of view of auditing the AI generative process, and so on. So we think, again, there is a role that is going to be even more prominent for content, and the problem of managing the whole content production and delivery pipeline is going to be even more important for companies, together with managing the participation of the entire digital team to the content creation and content management. On exactly this concept, what is the maturity of the market when you talk to your customers, or maybe to the prospect or to the market? Do they understand this, or do you need to convince them that they have to have a better composable approach? I mean, I think on the composable approach now there is much mind share, so everyone thinks there. Of course, at the level of the implementation, different brands are in different places. There have been early starters that already 10 years ago started thinking about and executing that way, and there are businesses that are more behind the curve and are convinced about the approach, but they're still early stage in the adoption. And again, usually because these brands are quite wide, even within the same brand or brand family is not very consistent where they are on the adoption curve of this approach. So I would say still there is probably more content outside of the composable approach than in the composable approach, and we think this wave of transition will continue and will be a trend. Paolo, you are the CTO of Contentful, and we are very geeky. So what's in your plan? I mean, what can you share with us on the roadmap for the next 12 months? You mentioned AI, so maybe it's on your roadmap. Can you share with us, what are the big priorities for this year for you? Yeah, sure. I would say there are probably 3 pillars on the priority. One is really content at scale and managing the multiplicity complexity. With multiplicity, again, I mean multi-market, multi-brand, multi-region, and so on. So that's one pillar. The second pillar is really this intersection of content and AI, and already today in Contentful there are several applications in the marketplace, some produced by Contentful, some produced by other providers like, for example, AWS, that allow you to integrate AI in your workflows, and we will have more coming soon on this aspect regarding capabilities of AI that will be accessible from Contentful. And the third pillar is really
connecting the composable content platform directly to the experience. We just launched what is called Studio Experiences, that essentially has a composable approach in the way you can manage and edit your experience on top of the composable content platform. And that's really an innovation that brings this approach of structured content also in a structured experience. So these are 3 pillars, all quite sizable, and it's represent our very big ambition going forward. So Paolo, thank you very much. How can the audience know more about Contentful and maybe about you? Maybe they can follow you somewhere. Sure, absolutely. So first of all, contentful.com is our website. From there, you can also find obviously the link to our social presence and so on. You can also find me on LinkedIn. That's the place where probably I am more active on social media. You find me as Paolo Negri, CTO of Contentful. And in general, I also want to engage personally. So feel free to contact me on LinkedIn and reach out if you have a question regarding something that we said or something that we didn't cover in this interview. Thank you very much, Paolo. Bye bye. Thank you for having me. Et on enchaîne avec Arnaud de chez Commerce Layer qui va nous parler de composables. Et nous retrouvons Arnaud Fournier de Commerce Layer. Hello Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment tu vas Arnaud? Ça va super bien. Je suis Très bien. content d'être ici. Un Frenchie à Berlin. Bon, il y en a plein apparemment. Il y en a Oui, plein. il y en a Je crois plein. que c'est pas le seul. Ouais, c'est clair. Arnaud, on t'a trouvé sur le stand de Commerce Layer. Qu'est-ce que tu fais sur le stand de Commerce Layer? Écoute, j'ai Commerce Layer qui me fait le plaisir de nous visiter à Berlin parce qu'on est une entreprise dont les employés sont distribués sur la planète entière. On se retrouve sur certains events. Du coup, là, on est à Berlin pour le Incentivize, l'event de Talon One. Et donc, du coup, je viens accompagner mon équipe. Et tu fais quoi, toi, justement, chez Commerce Moi, Layer? je suis en Head of Growth. Ça veut dire quoi? Responsabilité principale, c'est la génération de leads pour l'équipe vente. Du coup, je viens ici, je donne un coup de main. Les events, pour nous, c'est l'occasion de récupérer des leads. Après, c'est aussi juste l'occasion de rencontrer des partenaires, que ce soit des agences ou que ce soit d'autres technologies comme Talon One, avec lesquelles on s'intègre très bien. Je pense qu'on va le voir, mais Commerce Layer, c'est pas un produit qui s'utilise seul. Il fait partie d'un écosystème. Donc, ce genre d'événement, c'est aussi une grande occasion pour notre équipe partenaire de continuer à construire cet écosystème. Arnaud, si je fais l'élévateur pitch de Commerce Layer, alors moi, Adrien de l'extérieur, c'est plateforme e-commerce composable de nouvelle génération. Ouais, franchement, tout est dit. Qui est italienne. Alors, on s'en fout des Alors, origines, mais en tout oui, cas, tu vois, on est habitué pour une fois qu'elle est pas allemande. Voilà, allemande ou américaine. Voilà, allemande ou américaine. Donc Nos c'est plutôt fondateurs viennent de chez Gucci. Arrête. Ils ont quitté Gucci parce que si tu avais envie de faire quelque chose dans l'e-commerce que Gucci n'était pas encore prêt à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on est italien. Après, Vous êtes globaux. on est global. Ouais. Tout le monde parle 5 langues dans votre boîte quand on est sur le stand. Elevator Ouais. Pitch, effectivement, juste pour y revenir. Commerce Layer, plateforme headless. Donc on est juste la plateforme commerce, on n'est pas le site web, on n'est pas l'interface front-end. Ce qui veut dire que pour les utilisateurs, on serait un OMS, Order Management System, un gestionnaire de commandes. C'est là où vous allez voir quels produits ont été commandés sur le site, combien il en reste en inventaire. On est un cart and checkout, une caisse. C'est-à-dire que une fois que vous êtes sur le site et que vous commencez à faire votre achat, il faut qu'il y ait une plateforme qui soit capable de dire au site enlève ce produit du site et qui communique à la payment gateway le prix des items qu'il y a dans le panier. Et c'est à peu près ça. Pourquoi il faut de la composabilité, du composable dans ce système d'OMS? Ou qu'est-ce que ça simplifie en tout qu'est-ce cas? que ça simplifie? Alors en fait, nous, ce qu'on voit souvent, c'est que l'architecture traditionnelle est pas vraiment une architecture, c'est ce qu'on appelle les monolithes. Ça va être les Shopify, Shopify Plus, Salesforce Commerce Cloud, Magento, Hybris ou SAP Commerce. C'est des plateformes. Il y a un moment où naturellement tous les utilisateurs de ces plateformes arrivent en disant on est limité. Soit on est limité parce que ça commence à coûter trop cher et on a les mains liées avec le système, on peut pas en sortir, on prend facture sur facture et on n'y arrive pas. Soit on est limité parce que on n'arrive pas à implémenter les logiques e-commerce qu'on veut parce que la plateforme soit ne permet pas, soit il faut rajouter des plugins, etc. Donc ces clients-là cherchent une alternative pour continuer à grandir. L'architecture composable, elle permet cette flexibilité parce que d'un côté, on va trouver des services qui font exactement ce qu'on veut. Par nature, elle est extrêmement customisable. Commerce Layer, c'est une API open source où vous pouvez copier n'importe quel de nos repositories et faire ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on est une infrastructure qui laisse aux utilisateurs et aux développeurs construire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a plus aucune limitation. Et je pense que c'est à partir de là que les grands
comptes qui cherchent beaucoup de flexibilité. Qui cherchent beaucoup de flexibilité vont venir en Ils veulent chercher. du custom et pas entrer dans un template ou dans un cadre Surtout préimposé. aujourd'hui, dans le e-commerce, où tous les sites se ressemblent. Oui, et on parle de moins en moins d'e-commerce. Alors, c'est plus le site web seulement. Ouais. Ça peut être des systèmes embarqués ou des magasins, etc. C'est Complètement. Et explosé. c'est là où une plateforme headless, nous, on est un back-end, c'est-à-dire qu'on peut connecter notre back-end à n'importe quelle interface, que ce soit un site web, que ce soit un POS dans un store, que ce soit un QR code, que ce soit vraiment une application. On essaie de pousser en ce moment ce concept de Unified Commerce, où c'est pas le e-commerce versus in-store, c'est le même OMS qui peut distribuer et orchestrer les commandes, que ce soit avec un site web ou avec un POS in-store. Arnaud, si on veut en savoir plus justement sur la techno, sur des cas d'usage et sur comment ça peut fonctionner, comment on fait pour en savoir plus? Alors, le plus simple, c'est de venir sur notre site, commercelayer.io. Vous trouverez un bouton pour contacter notre équipe. Je vous conseille vraiment de le faire. Notre équipe, à la base, on a une éthique de développeur. Vous n'allez pas tomber dans un sales pitch directement. On peut avoir des conversations très colloquiales sur Commerce Layer, Composability, savoir si c'est un fit pour vous ou pas. Et si vous êtes en France, nous, c'est un marché qui nous intéresse énormément. Il y a des énormes choses qui se passent en France. Pour l'instant, on n'a toujours pas mis notre pied dedans, mais on est extrêmement, extrêmement intéressé, notamment dans tout ce qui va être luxury goods, retail. On a d'ailleurs dans notre pipeline de plus en plus de clients de ces industries-là. Et la France, pour l'instant, est manquante au tableau de chasse. Donc, on a évidemment envie de parler à beaucoup plus de partenaires français. Et on mettra également ton profil LinkedIn, comme ça les personnes qui souhaitent avoir un contact direct avec toi en français, ils peuvent le faire. Et là, je parle avec quelques personnes sur le stand, vous parlez toutes les langues du monde, donc je pense que vous êtes multilingue. Et tu vois, en rigolant, je vois Commerce Layer, la plateforme composable commerce, mais vous êtes aussi une organisation un peu composable où tout le monde est un peu partout. Peu importe quelle est ta spécialité, où tu es, c'est hyper moderne aussi comme approche. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions et bonne fin de salon. À plus, merci Arnaud. beaucoup, merci à toi. Adrien, aujourd'hui, on a aussi parlé d'un concept dont on ne parle pas souvent d'ailleurs dans ce genre de conférence, c'est la profitabilité. Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Ouais, c'est le troisième takeaway de cette session, de cette journée plutôt. Moi, j'étais très content de voir qu'on parlait pas seulement de promotion, de faire des campagnes de promo, mais qu'on te le mettait par rapport à des réalités financières, à de la marge, de la profitabilité. Et il y a un concept que j'ai beaucoup aimé dans une des conférences, c'est celui, tu t'en souviens sûrement, de la bonne promotion et de la promotion intelligente. Tu te souviens où il expliquait, oui, ok, la bonne promotion, tu vas lui filer quelque chose et puis tu vas avoir plus de ventes, mais la promotion intelligente, c'est que tu as pris en compte tes marges, tu as pris en compte la propension de tes clients à vouloir acheter ou pas tel ou tel produit, parce qu'en fait, si tu fais une promotion sur tes clients fidèles, ils vont de toute façon acheter. Donc, il n'y a peut-être pas nécessité de faire promotion. Ensuite, quel type de promotion tu veux faire? Est-ce que tu veux leur offrir un produit ou est-ce que tu veux leur faire une réduction, etc., etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de parler de marge, de profitabilité et ça va encore plus loin. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, quand on avait échangé avec Sofiane, on commençait un petit peu à discuter avec lui. Il nous a tout de suite expliqué qu'en fait, ça va bien au-delà de juste faire des promotions. Toute cette loyalty, faut le voir de manière beaucoup plus vaste. Oui, c'est vrai que Talon One, c'est au-delà d'un outil qui va te générer un code promo, c'est un outil qui va participer, concourir à ta stratégie justement de promotion et de loyalty. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'était qu'au bout d'un moment, on te dit, ok, mais c'est quoi la différence entre faire un code promo à moins 15% ou à moins 20%? Ça va être la profitabilité. Où est-ce que tu vas dégager de la marge et où est-ce que ta marge va être le plus importante? Quand je travaille chez Demandware, il y a prescription. Hein. J'espère que je ne recevoir aucun courrier. Pendant 7 piges, on montrait l'outil, etc. On avait un module de promotion, donc il ne fallait surtout pas utiliser autre chose que ce qu'on avait. Et on se battait sur le fait qu'il y a une centaine de promotions qui sont possibles sur le panier, sur le produit ou sur... voilà, il y a plusieurs angles, plusieurs possibilités de faire sa configuration de promotion. On ne parlait jamais de marge, on ne parlait jamais de tout ce qui est parlé. C'est juste, tu peux faire un produit acheté, un produit offert, 2 produits achetés, un produit offert parmi une certaine catégorie. On était vraiment dans du basique. Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment communiquent ces autres solutions, mais ouais, ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce genre de discussion, finalement, ça ne va pas parler aux équipes marketing, très peu aux équipes commerce. En revanche, ça va parler aux CFO ou aux CRO qui vont être impliqués dans ce genre de discussion. C'est aussi une des vertus du composable, c'est de pouvoir faire émerger d'autres acteurs qui sont parfois... inhabituel sur le e-commerce. On n'est plus sur du commerce et du marketing, on a d'autres acteurs qui entrent.
Moi, en conclusion de cette partie, tu vois, de cette troisième tendance qu'on a notée, j'ai beaucoup aimé l'approche héroïste de la fidélisation. Et tu vois, on a commencé la journée très inspirationnelle finalement avec des use cases et tout ça, et on finit la journée avec des choses héroïques. On parlait vraiment quels sont les KPI à suivre, le taux de conversion, le profil, la marge de trafic, etc. Donc l'impact que ça a de faire ce genre de promotion ou ce genre de campagne. Donc j'étais plutôt content de mettre ça. Et dans le business, on parle souvent de nice to have ou mission critical. Est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment si important que ça? Finalement, à la fin de cette journée, je me rends compte que les promotions, c'est quelque chose qui est bien plus important. Et alors, attends, une dernière chose, quand j'entends que 90% des retailers aujourd'hui ont déjà des modules de promotion, bon courage à Talon One pour aller éduquer que finalement, ce qu'ils font, c'est bien, mais qu'il faut aller plus loin. Mais c'est ce que tu dis, c'est des gens qui ont déjà un Salesforce, un Demandware. Ils ont tous quelque chose, personne n'a rien. Oui, mais parce que dès lors que tu dis que tu peux générer un coupon ou une campagne marketing ou je sais pas quoi, tu crois que tu es outillé et que tu as le bon outil. Mais c'est pas vrai. Exactement. Et puis, il y a tout le jus de cerveau aussi. Qui mettent pas en avant aussi, là ils sont à la ramasse alors qu'ils pourraient tellement aider. Franchement, je disais que c'est des concepts, mais aussi c'est vraiment des stratégies, c'est un mécanisme en fait de réflexion. Ouais. Donc je vais pas dire que Salesforce le fait très mal ou je sais pas quoi, mais en fait au-delà de l'ajout au panier et de mettre en place une campagne, je suis persuadée que ça va pas aussi loin que ce que Talon nous propose ou une autre solution. En conclusion finale, Laetitia, avant de prendre ton avis et de te donner mon avis, je te propose qu'on écoute Sofiane de chez Talon One, avec qui on a demandé sa conclusion. Que vous connaissez déjà, il est déjà venu dans le podcast. Mais ils connaissent pas tous les gens. Les gens connaissent pas les centaines de personnes qui sont dans le podcast. Écoute, on fera un sondage. Nous, on les connaît parce qu'on les voit souvent, etc. Bon, on écoute Sofiane tout de suite. Coucou Sofiane. Salut Adrien. Ça va? Fatigué? Ouais, un petit peu fatigué là, c'est 3 jours d'événements. Et c'est pas fini, il reste demain encore. Ouais, plein d'informations, plein d'échanges, des boîtes de partout dans le monde, donc super intéressant. Sofiane, tu étais déjà venu au podcast il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots qui tu es, ce que tu fais chez Talon One? Ouais, Talon One, on propose un moteur de promotion et de fidélisation. Et l'objectif, c'est d'aller dans des choses beaucoup plus granulaires, plus intelligentes, que ça soit pour les campagnes de promotion et les campagnes de fidélisation, à travers une seule et même interface. Et toi, tu fais quoi chez Talon One? Tu es responsable de la France, on peut dire? Responsable France, Italie, Espagne. Ouais. Ah voilà, c'est bien plus que la France. On arrive à la fin là, de cet événement. Tu es content, tu es satisfait de cet événement ou pas? Ouais, c'était incroyable. On a une belle délégation française. On a eu des clients globaux comme Adidas, Lego, H&M, qui sont là pendant 3 jours à partager leur expérience sur la promotion et la fidélisation. Et puis aussi, je pense que c'est peut-être le premier événement qui est vraiment destiné à la promotion et à la fidélisation, d'où le nom de Incentivize. C'est un peu compliqué à traduire en français, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir différents types de récompenses à différents moments et d'être beaucoup plus intelligent sur cette gestion de récompenses. Moi, je dis j'ai l'idée que les personnes, par définition, il y a un biais parce que les marques qui viennent ici, c'est celles qui sont déjà plutôt matures ou plutôt aptes à aller vers des choses plus avancées. Non, même pas en fait, parce que si tu vois, je pense que notre directeur stratégie, là, on a discuté un petit peu ce matin, on a des clients qui vont faire des choses très simples. Mais l'idée, c'est d'avoir la bonne infrastructure, la bonne solution pour aller dans le next level en termes de promotion de fidélisation. Fidélisation, c'est d'aller dans des choses qui va pas être uniquement transactionnel, avec pas uniquement des récompenses, on va dire monétaires, aller dans des choses un peu plus servicielles, événementielles, de pouvoir récompenser différents types de moments dans le parcours client. Et sur la promotion, c'est vraiment de pouvoir aller dans des choses beaucoup plus granulaires. On t'a eu au podcast il y a quelques mois. C'est quoi la progression de Talon One en France? Il s'est passé quoi de neuf chez toi depuis 9 mois? On a des belles références maintenant, Vestiaire Collectif, The Fork, Bioderma, Naos. Bravo. Donc voilà, ça marche très bien. Tu sens la maturité est là, les gens comprennent, ils pigent ce que tu fais ou? Je pense que 2023 et 2024, ça a été l'année un petit peu où toutes les boîtes ont essayé de revoir un petit peu leur programme de fidélité. Donc c'est un sujet qui est assez hot. Et puis sur la partie promotion, on a le sentiment que c'est un terme qui est encore assez péjoratif, mais on sent que beaucoup de sociétés vont aller dans de l'optimisation, faire plus avec moins, d'être plus ciblé, plus intelligent. Donc, il y a un très gros momentum, ouais. Donc, tu es confiant là pour cette deuxième partie d'année, en tout cas pour la rentrée sur le marché français, de continuer Ouais, non, complètement. Et les boîtes, tout le monde fait de la promotion, donc elles ont déjà des outils, elles sont déjà équipées, c'est ça? C'est que tu arrives et que tu modernises tout ça? Ouais, on va moderniser, on va utiliser, en fait, on va essayer d'exécuter une stratégie de données, utiliser les données qu'ils ont à disposition pour aller dans des choses plus ciblées. À la fin, l'idée, c'est de donner la promotion à la personne qui en a besoin et de pas donner des promotions à tout le monde. Quand tu vois sur le site internet où tu as des 25%, 50% de discounts qui sont destinés à tout le monde, l'idée, c'est de faire de la promotion qui est pas visible. Parce que la personne va avoir une promotion parce qu'il a fait quelque chose de spécifique ou parce qu'il appartient à un certain segment, etc. Sofiane, tu as d'autres actualités sur la France?
Ouais, bah du coup, l'AI, c'est un buzzword, tout le monde veut en faire. On a pris un peu plus de temps parce qu'on voulait faire choses bien, mais on va avoir de belles annonces prochainement. Vraiment essayer d'arriver sur plus de prédictifs, essayer de donner la bonne recommandation en termes de campagne au bon moment, basé sur les transactions passées. Donc voilà, on a de belles annonces à faire dans les prochains mois. Et sur les salons en France, Paris Retail Week, vous y serez ou pas? On sera au Tech for Retail. Tech for Retail, donc c'est fin novembre. Ouais. On pourra voir toi et tes équipes. Tech for Retail, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On mettra ton lien LinkedIn pour ces personnes qui veulent te contacter. Et je pense que le site internet, ça y est, on l'a dit suffisamment de fois à l'épisode. Donc c'est talon.one. Merci beaucoup, Sofiane. Repose-toi. J'espère que, bravo. Merci. Enfin, c'est pas encore fini. Il reste encore demain. Mais en tout cas, bien joué encore pour toute l'équipe Talon One. Merci à toi, Adrien. Ciao. Adrien, on arrive doucement sur la conclusion. Alors, cet événement, c'était comment? Bah écoute, c'est un événement cool, c'est le mot que j'ai gardé. Je sais que toi, tu as beaucoup de choses à dire sur l'événement. Je vais rester très simple en disant, j'ai passé un beau moment, j'ai appris des choses. C'est quand la dernière fois que j'ai appris des choses? Non, ça fait le mec long. Attends, on est parti à Miami. Non, mais tu sais, apprendre des choses. Ah oui, parce que c'était nouveau pour toi. Regarde, dans le sac là qu'on a, le gift bag, on a 2 bouquins, je vais les dévorer. Je trouve ça superbe. Et en plus, c'est des bouquins qui bon bref. Donc en gros, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le fait qu'ils essayent à leur manière d'être décalés, de faire les choses différemment, parce que ça nous parle. On a un podcast. Tout est différent dans cet événement. Oui, voilà. Et nous, on essaie tout ce qu'on fait. Nous, on veut le faire aussi décalé. Ouais. Donc en fait, moi, je me retrouve. Et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Ils sont déglingos à leur manière. Et puis nous aussi. J'ai trouvé que le panel c'était chiant. Ça, ce format, il marche pas. Il y a pas de slide pendant 45 minutes. C'est monotone. Donc là-dessus, il y aura peut-être un petit truc à revoir. Mais sinon, la qualité des conférences, la qualité de l'événement, etc. Et surtout. Moi j'aime bien parce que depuis 20 piges que je travaille dans cette industrie, à chaque fois que je faisais venir du monde, c'est souvent c'est de l'enablement, tu vas apprendre des choses, mais finalement c'est beaucoup de sales pitch et c'est pour ça qu'on s'est lancé derrière Laetitia avec nous aussi, on essaie de faire des choses comme ça. Mais voilà, cet événement, j'ai trouvé que c'était pas trop sales pitch, peut-être justement trop humble, ils avaient tellement à montrer, ils sont tellement ça manquait de paillettes que voilà, il pourrait y avoir des trucs. Donc voilà, sur l'événement en soi, et toi sur l'événement en tant que tel, et la bouffe, j'ai pas eu le temps de manger, donc je suis triste. Tu peux pas dire on n'a jamais eu le temps de manger avec toi. Non, très bel événement. Effectivement atypique, on est dans un lieu, franchement moi même pas en rêve je mets les pieds ici, franchement j'étais très bien à Miami devant la Princesse Laetitia qui Princesse Kardashian, Laetitia Kardashian qui donne son avis. Ok, bon, j'étais un peu sceptique mais finalement non, c'est très bien, tout est pensé, designé pour être à contre-courant. Je pense que c'est vraiment ça Talon One, on est à contre-courant de tout. Vous verrez sur les réseaux sociaux, on va vous poster des photos de cet événement. Tout, même dans la communication, est à contre-courant. C'est pas les codes habituels. Alors, est-ce que c'est parce que c'est allemand ou quoi? J'en sais rien. Mais c'est bien parce que c'est aussi un peu punk, un peu rock, un peu second degré. Donc, on aime bien. Ouais. Et s'il y a un truc aussi à noter, c'est qu'en fait, tout se passe bien, quoi. T'as personne qui te crie dessus. Allez, va ta conf! C'est cool. C'est une bande de potes. Et franchement, quand vous allez sur des gros événements, et surtout les gros événements américains, ça crie de partout. Tu sais quoi? C'est les codes associatifs, en fait. Maintenant que tu parles, je suis en train de me dire. J'ai l'impression qu'on est dans une. Comment tu dis ça? Une corporate. Voilà, coopérative là. Non, mais les trucs étudiants, tu vois, regarde les affiches BDE, et tout ça. Le BDE. Mais hyper bien. Mais disons qu'ils sont allés loin dans le concept. Non, mais franchement, il y a personne qui crie. C'est plutôt cool. Les gens sont assez accessibles. Encore une fois, je le redis. Franchement, parler à un CPO, un CTO, un CFO, c'est pas à donner à tout le monde. C'est pas à donner particulièrement à Adrien. Laetitia Lamarie, tout le monde veut te parler. Mais franchement, les gens exactement, ouais. Donc ça, j'aime bien. Sur les conférences, ça aurait été. Je pense que parfois il y en a certaines qui étaient beaucoup trop longues. Là, pour le coup, il faut respecter les 30 minutes, je pense. Il faut arrêter d'aller sur du 45 minutes, 1 heure. Les marques qui étaient présentes, on avait des belles marques quand même. Adidas, voilà. C'est pas des gens Lego. Et puis, tout se passe en simplicité, tu vois. Les gens n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, voilà. Donc, c'est plutôt cool. On n'est pas nombreux, on est 200, 250 personnes. Ça aussi, ça y fait. C'est pas. Tu reviendras, Laetitia Kardashian. Non, on continue la feedback d'abord. Ouais, je reviendrai. Alors, surtout que la prochaine édition, apparemment, ce serait aux États-Unis, dans une Sunshine State. Donc, bien sûr que j'y vais. Sur le deuxième point de la conclusion sur les tendances, moi, j'ai trouvé ça, sur le contenu en soi, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Encore une fois, j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas dire. Mais c'est beaucoup de ces concepts, presque tous ces concepts sont nouveaux pour moi. Donc, je les découvre et je le prenais vraiment comme de la formation, de l'enablement. Donc, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai très super content. Je trouve ça top. Et toi alors? Moi j'ai adoré, même si j'ai pas appris grand chose, mais je trouve que la manière dont les choses étaient présentées, c'était plutôt cool et avec des experts. Donc il n'y avait pas Laetitia Lamarie l'experte malheureusement. Franchement je suis dégoûtée. Carla, la prochaine fois fais-moi monter on stage quoi. Ouais. Ok, très bien. Je vais lui dire.
Je vais dire. Voilà. Très bien. Laetitia Kardashian qui prendra le micro. Il y avait aussi un autre aspect, c'est que l'aspect profitabilité, l'aspect financier était bien expliqué. C'est rare qu'on parle d'argent. Souvent, l'argent, c'est tabou. Et puis, il y a cet aspect aussi grand compte. On nous parlait de vraies marques, grands comptes. Voilà, c'est pas que j'aime pas le SMBs, pas du tout. Mais en fait, les histoires SMBs, on les connaît par cœur. Voilà, tiens, il a fait ci, il a fait ça sur Instagram. Ouais, voilà, et puis on envoyait des SMS, et puis du coup, les gens ils venaient, et puis on leur mettait des pétales sur leur carte de fidélité. Non, là, on est je suis dans une autre dimension. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que moi, ça me parle plus. Voilà. Sur Talon One, maintenant, on a le droit de critiquer, on fait ce qu'on veut de toute façon. Ah là, c'est sur Talon One, c'est pas sur l'écosystème. Ah oui, toi, tu l'appelais écosystème et moi Talon One. Mais vas-y, toi, vas-y. Non, moi sur Talon One, en fait, tu vas t'ennuyer parce que je crois que je l'ai dit 4 fois cette phrase. Il y a des concepts comme ça et ça fait 20 piges qu'on est là-dedans, Laetitia. Tu sais, la supply, l'infrastructure, la régulation, les lois, les taxes et la loyalty. C'est des sujets qui sont chiants. Voilà, on va pas se mentir. Oui, si tu as fait ta vie là-dedans, tu trouves ça génial, mais majoritairement, c'est des sujets chiants sur lesquels c'est dur d'avoir des gens dans les conférences, etc. Et je trouve que Talon One a réussi un truc extraordinaire, c'est de rendre un sujet chiant très sexy et de la loyalty. Et encore une fois, je parle de Commerce Tools, mais en l'occurrence, sur les sujets du composable, des architectures un peu modernes, des trucs hyper techos, ils ont rendu ça intéressant. Donc, bravo à eux pour avoir rendu un concept sur lequel, tu vois, on n'aurait pas misé grand-chose. Et ça fait 20 piges qu'on en parle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ben non, ils ont rendu ça intéressant et ils amènent une nouvelle perspective à la discussion. Donc, bravo à eux. Et sur l'écosystème, Laetitia, toi, au sens large? Alors, pour revenir sur Talon One, je pense qu'ils ont réussi à mettre en avant un sujet que tu dis que c'est pas sexy. Moi, je pense que c'est un peu moyenâgeux, un peu poussiéreux. Voilà, je ressors souvent cette idée de carte avec des pétales et machin, Et finalement, ils arrivent à mettre d'autres concepts du coup et à rendre ça beaucoup plus stratégique et pour moi beaucoup plus intéressant. Même si moi j'ai toujours cru dans les programmes de fidélité. Oui, mais tout le monde le dit qu'un client, un nouveau client coûte plus cher qu'un client existant. On le connaît depuis 20 piges. Oui, mais t'as plein de marques qui ont abandonné leur programme de fidélité. Exactement. Non, mais c'est mon point. C'est tout le monde le dit, personne ne le fait vraiment. Exactement. Ou on le laisse à côté au fond du couloir et là il le repositionne stratégiquement. Donc il y a tout un message et tout ça. Donc ça, franchement, oui, et puis ils le font de manière très didactique, très subtile. Voilà, et surtout ils prétendent pas du tout être les meilleurs sur le marché ou quoi que ce soit. Donc plutôt cool. En conclusion, merci beaucoup de nous avoir suivis aux 4 coins du monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode normal. Mais c'est pas fini parce qu'Adrien il va partir quelque part. Non, attends, on dévoile pas. Tant que c'est pas fait, on dévoile rien. Mais la semaine prochaine, c'est un épisode normal. Il y a tellement de news passionnantes. Là, je sais qu'il y a plein de trucs qu'il faut qu'on discute. Donc, on a gardé, on continue à faire notre veille. Donc, même si pendant 2 semaines, on n'a pas fait la revue de presse, on revient dans une semaine et on vous fera un récap des 3 dernières semaines avec tous les sujets passionnants. On se dit rendez-vous aussi parce qu'en fait, on se dit qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de contenu qu'on a pour vous. On veut commencer tout ça en fait. Ouais, c'est ça exactement. Donc on va faire notre prochaine masterclass aura lieu le 16 mai matin. Et pas le 2 mai, contrairement à ce qu'on a avancé dans l'épisode précédent. Voilà, parce qu'en fait on va combiner les deux. On va combiner ce qu'on a vu à Miami, ce qu'on a vu à Berlin. Et on va faire un truc canon. Donc si vous êtes dispo sur Paris le 16 mai prochain, ça sera pas enregistré, ça sera pas en streamé. Donc venez nous voir, ça nous ferait plaisir. On va débattre, on va échanger sur tous ces concepts très nébuleux. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on adore la contradiction. Laetitia, on se voit la semaine prochaine. On garde une petite surprise, la petite surprise. On peut le dire, ce qu'on va garder à la fin. On a rencontré une personne, Delphine, hier, quand on était à Berlin. Delphine, et puis, qui fait partie de l'écosystème e-commerce de la région d'Art. Exactement. Et voilà, c'est la petite surprise pépite de cette fin d'épisode. On vous dit merci beaucoup. On sait que les épisodes sont particulièrement longs la semaine dernière et cette semaine parce qu'on est passionné par ces sujets. Il y a tellement de choses qu'on a vues, qu'on essaie de condenser au maximum. Mais merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Laetitia, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous retrouvons Delphine dans un petit café pas viennois mais berlinois. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour à vous. Comment tu vas Delphine? Eh ben, très bien, prête pour partir pour mon prochain board meeting à Vienne, justement. Voilà, justement, dans un café viennois ou à l'Opéra viennois. Delphine, tu peux nous dire qui tu es? Oui, je suis française, mais qui ai quitté la France depuis 2003. Je suis une spécialiste du e-commerce et aujourd'hui, j'aide les comités exécutifs à réussir leur stratégie digitale, principalement en tant que board member ou président de conseil d'administration. Alors, on est dans le café de l'e-commerce, on est ravis de te rencontrer. D'ailleurs, on a cette rencontre grâce à la communauté parce qu'on a posté un petit message et on nous a mis en relation. Tu es une francophone
anglophone, tu as travaillé dans l'e-commerce, tu connais le e-commerce français. Par rapport à l'e-commerce français en Allemagne, c'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué ou interpellé quand tu as commencé à travailler sur ce marché? Alors pour moi, c'était amusant. Je vais vous raconter un petit peu mon aventure puisque j'ai été chez Zalando entre 2014 et 2018. Et à l'époque, la France était un petit peu la bête noire parce qu'on n'arrivait pas du tout à craquer ce marché. Alors le truc assez amusant, c'est que ça a été lancé Zalando par un Allemand qui était français de nom. Sa mère est française, mais en fait, il parlait pas français. Puis ensuite, ils ont mis un Suisse allemand parce que comme il parlait français, ils se sont dit que ce serait mieux. Puis après, ils ont mis une fille qui était française de passeport, mais qui en fait avait été élevée aux États-Unis. Et puis finalement, au bout d'un moment, quand j'ai repris ce dossier vraiment en main, je me suis dit qu'il fallait un vrai français. Et on a embauché un vrai français et ça a été quand même vraiment important dans la réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression en tant qu'Européens qu'on est très différents, mais on l'est. Et principalement, je dirais, Est et Ouest du Rhin. Donc les Français, on arrive plutôt bien à craquer le marché italien, le marché espagnol, parce qu'on a quand même un élément de culture assez proche. Mais tout ce qui est Allemagne, Autriche, Suisse, donc le fameux DACH, et puis ensuite les pays nordiques et les pays de l'Est, c'est toujours difficile pour les Français. Et donc il y a plein de choses à regarder. Bien sûr, la mentalité des gens, leur relation aux produits, leur relation à l'assortiment, leur relation au prix, aux promotions, qui sont quand même très différentes de ce qui peut se passer en France. Et puis après, toute l'expérience consommateur. Et je pense qu'un des points les plus essentiels dans la partie e-commerce, c'est l'historique de l'Allemagne sur le retail de façon mail order, enfin donc la prise de commande qui s'est passée du catalogue à en ligne. En fait, il y a toujours eu un réseau très très dense de vente par correspondance avec une livraison très rapide, un paiement sur facture et donc une relation à la vente qui est à distance qui est complètement différente de la France. Et ça, c'est des éléments qui sont souvent difficiles à comprendre pour les Français. Et puis, je rajouterais bien sûr les marques, en tant que marque retail ou en tant que marque qu'on développe, c'est quoi notre histoire, la façon de raconter les histoires. Et en fait, en Europe, on a toujours l'impression qu'on a la même culture, mais on est vraiment une approche très différente, que ce soit rapport à l'humour. J'ai souvenir quand on avait lancé les campagnes Zalando France, qu'on avait fait des tests sur la population et on trouvait nos idées de campagne très drôles, mais visiblement ça passait plus du tout parce que j'étais plus si française que ça. Donc il y a vraiment tout cet aspect de marque qui est très important et comment même dans les social media, comment on re-raconte des histoires, on reprend l'histoire d'origine de l'entreprise, mais on la déroule d'une façon différente par pays. Donc traverser le Rhin, c'est pas facile. Là, pour Zalando, même si tu n'appartiens plus à Zalando, on sent qu'il y a eu une géolocalisation, une localisation de la marque avec, comme tu le disais, des références qui sont quand même archi locales, archi françaises, même dans le choix des influenceurs, et des influenceuses. On n'a plus trop le sentiment que c'est allemand. Alors, je dirais là-dessus, peut-être si je peux donner un conseil, quelque chose qui a très bien marché pour nous chez Zalando, c'est qu'à un moment, quand on a lancé ce projet France, où on était vraiment intentionnel pour craquer la France, j'ai fait quelque chose qui était pas évident. J'ai emmené toute l'équipe de direction, passé 3 jours à Paris. Alors bien sûr, j'ai fait en sorte qu'ils passent un très bon moment, payant la tournée qui va bien en plus le soir pour qu'ils se sentent vraiment très détendus. Mais principalement, on les a fait venir et avoir vraiment cette expérience très physique, très vécue, de vivre avec des Français. Donc on leur a fait par exemple un shop along, c'est-à-dire qu'on a pris des consommateurs, on a pris des traducteurs, on a fait des petits groupes de 3 personnes et on a mis les gens du comité exécutif derrière un acheteur français ou une acheteuse française pour voir comment ils se comportent dans le magasin. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors c'est bien sûr N égale 1, c'est des expériences uniques, donc c'est que des points sur la courbe. Mais quand on voit la façon dont la personne pense différemment de nous, ça c'est quelque chose qui reste. On leur a fait faire des sessions avec des marques internationales qui avaient des équipes françaises et leur montrer comment les équipes, par exemple de Nike France par rapport à Nike Global réagissent. Et puis on leur a aussi mis des marques très françaises, des communautés très françaises pour qu'elles leur racontent l'histoire d'un point de vue totalement français. Et ça, je pense que c'est une clé de réussite, cette prise de conscience. Delphine, je crois que tu as d'autres engagements qui sont plus ou moins corrélés ou décorrélés du retail et de l'e-commerce. C'est ton engagement pour les femmes et l'inclusion. Tu peux nous en parler Oui, alors moi j'ai toujours eu à cœur de représenter la diversité. Il se trouve que je suis chrétienne et je crois fondamentalement que tout le monde a des talents, mais malheureusement les talents sont pas forcément socialement valorisés et principalement quand on est victime de préjudice. Alors le genre est un élément très important du préjudice encore dans l'entreprise, même si les femmes sont majoritaires, on les considère quand même des minorités dans l'entreprise. Mais je pense aussi et surtout en France, l'origine sociale est encore un élément qui bloque les gens dans leur réussite, la couleur de peau, l'orientation sexuelle et je pense que malheureusement on se prive de talent et donc il faut absolument faire en sorte qu'on ouvre notre façon de travailler pour permettre à chacun de réussir et de contribuer le plus justement possible avec ses forces, sa créativité pour une société meilleure.
Merci Delphine. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre, pour en savoir davantage? Je crois que tu as une petite particularité sur LinkedIn. Alors oui, j'essaie de partager mes expériences professionnelles et mon savoir via des courtes vidéos sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur mon profil LinkedIn. Merci beaucoup. Merci Delphine. On va mettre tous les liens. À bientôt. Merci. Au revoir.